Et Sealer, je pense que c'est un titre qui va doubler dans les 5 ans. Les Européens ont essayé de limiter la casse à tout prix, ce qui finalement va coûter très cher, et puis nous positionne assez mal sur le plan politique. Enfin, on passe vraiment pour des clowns. On a eu trop peur, donc au final, en ayant été trop gentils... Il veut dire qu'on a baissé notre froc, en fait. Nous, on est très gentils en Europe. Les Européens, c'est des gentils garçons, quoi. Et les Chinois, ils raisonnent à 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc Trump, pour eux, c'est un épiphénomène. Dans 3 ans, il est plus là. Et ils jouent le jeu du dernier survivant. Et en fait, c'est une catastrophe de raisonner comme ça. On nous fait croire qu'on a raisonné comme des herbivores, mais la réalité, c'est qu'on est allé aux négociations comme des insectes, c'est-à-dire qu'on s'est fait écrabouiller, quoi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Amaury de Tonquédec, c'est Allo la Martingale. Soyez les bienvenus dans la libre antenne de votre argent. Laissez-nous un message sur le WhatsApp de la Martingale en cliquant sur le lien qui se trouve un petit peu partout sur les réseaux de la Martingale. Il est par exemple de notre Linktree sur Instagram, ou alors vous nous écrivez directement par SMS au 07 49 76 11 67. Tout est permis ici, l'argent n'est pas un tabou. Que vous soyez investisseur débutant ou confirmé, on vous répondra. Question objectif situation, plus vous nous mettez de contexte, plus on pourra vous aider. Et puis ensuite, on appelle les meilleurs experts pour vous répondre au programme du jour. L'Europe capitule. Je pose la question, 15%. L'Union européenne va payer 15% de droits de douane pour exporter vers les États-Unis. Tout ça pour éviter d'en payer 30%. Et en échange, elle s'engage à effectuer 750 milliards de dollars d'achat d'énergie américain sur 3 ans. Elle investira aussi 600 milliards de dollars supplémentaires aux États-Unis pendant la même période. Et en plus, elle s'engage sur des achats d'armement américains et la levée de certains droits de l'Union européenne sur les produits industriels américains. Bon, et maintenant, en tant qu'investisseur, qu'est-ce qu'on fait ? L'Europe est surachetée en bourse depuis le début de l'année. Est-ce qu'il vaut mieux aller aux USA maintenant, qu'on sait qu'ils gagnent la guerre commerciale ? Quelle allocation aujourd'hui avoir pour un investisseur ? Où aller chercher la performance ? Et puis c'est la période des publications. Sur quelle valeur en particulier se positionner pour battre les ETF ? Et puis les small et mid cap explosent tout depuis le début de l'année. Comment bien jouer cette classe d'actifs ? Pour vous répondre aujourd'hui, deux stars de la finance. Et eux deux, ils ont autant d'expérience que Warren Buffett. C'est vrai ? C'est vrai. Il est entré à la Bourse de Paris avec une fausse identité. Il va nous raconter. Depuis, c'est le pape des small et mid cap, des petites et moyennes valeurs. Il flaire les OPA avant tout le monde. Il ne sort jamais sans ses berloutis. Aujourd'hui, vous êtes peut-être bronzé, mais lui, il est de janvier à décembre. Il a écrit pour vous le livre Les 13 conseils capitaux pour survivre en bourse, c'est chez Galino. Il est président de L-Finance. Eric Lewin est avec nous. Bonjour. Salut, Je suis revenu exprès de vacances. En fait, je voulais rester sur la Côte d'Azur, mais quand j'ai appris qu'Alain Pitous serait avec moi, un avion m'a déposé ce matin sur le tarmac d'Orly pour faire cette émission. Non, je plaisante. J'avais prévu de rentrer, mais ça me fait très plaisir de retrouver mon vieux compère, et ainsi que toi, mon cher Amaury. Ça va être une très bonne émission. Il a l'expérience, mais garde une boussole simple. Ne pas mettre son capital en danger. Son truc à lui, c'est l'allocation d'actifs. Et on a plein de questions à lui poser aujourd'hui. Pas les paris à la louche ou les modes du moment, mais la vraie répartition solide, celle qui protège sur le long terme. Et il a deux grandes passions. Les particuliers, à qui il veut parler sans jargon. Et croyez-moi, il y arrive. Et l'ESG, qu'il prend très au sérieux. C'est souvent l'occasion de débats enflammés. Chez lui, la résilience climatique, ce n'est pas une slide PowerPoint. C'est une exigence stratégique. On le surnomme le géant vert. Alain Pitous est avec nous. Salut Alain. Bonjour. Senior Advisor ESG. Je fais une intro plus courte que Eric. Ah ouais ? C'est plus simple. Bah, je peux rajouter d'autres choses si tu veux. Non. Si tu veux. Parler de vélo aussi, mais non, on va parler la prochaine fois. Attends, la prochaine fois. Tu sais quoi, on va faire un petit bilan. Tu me donneras tout ce que je peux ajouter. Effectivement, le vélo. Bah, j'ai pas parlé. Non, mais attends, c'est un très grand connaisseur de vélo. Moi, je l'appelais 3 fois par semaine sur les étapes du Tour de France. Il est imbattable sur le Tour de France, les cols, les Alpes, les Pyrénées, le Galibier, le Tourmalet, le Ventoux. Franchement, non, il faut l'inviter pour parler cyclisme. Mais on va parler de vélo. Et puis en plus, attends, vous tous les deux, vous avez déjà fait un épisode d'Allo à la Martingale, mais on a dû reporter parce que Alain fait trop de vélo. Et du coup, il va tellement vite que parfois il y a des accidents. Il y a des cassures dans le peloton. Donc voilà. Mais oui. J'avais pris une belle chute, oui. Ouais. Ça va mieux là maintenant ? Ça va mieux. Ouais. Ok. Bon. Il s'est cassé quoi ? 3 côtes ? 3 côtes. Ouais. Plus des fêlures et tout. Enfin, bon, ah ouais. Bon, elle est solide. Il est de retour déjà. Hein. Voilà. C'est son deuxième Allo la Martingale en plus. Donc non, franchement, au top. Bon, je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On va écouter un premier vocal qu'on a reçu. C'est un vocal d'actualité. C'est Alix qui nous a laissé un message. On va l'écouter tout de suite. Salut Amaury, et puis salut à toute l'équipe de la Martingale. Moi, je me posais quelques petites questions, parce que ça y est, on a enfin de la visibilité, donc avec un accord sur les droits de douane donc entre l'Europe et les États-Unis. Et moi, je me demandais qu'est-ce que ça change pour nous en tant qu'investisseurs, et finalement, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Merci à tous.
Merci beaucoup Alix pour ta question. Effectivement, c'est un peu le sujet du moment, le sujet de cette fin d'année. J'ai envie de dire, ça y est, on est enfin de la visibilité sur les droits de douane. Il y a eu tout un tas de tractations sur ce qui allait se passer, et ce qui manquait au marché, c'était de la visibilité. Ça y est, maintenant on en a. Ça va pas être 30% de droits de douane pour les exportations européennes aux États-Unis, ça va être 15%. Au-delà du fait de qui gagne, qui perd, etc., en tant qu'investisseur aujourd'hui, est-ce que ça rebat les cartes, ou alors est-ce que finalement vous nous dites c'est un peu un non-événement, voilà. Qui veut commencer? Eric, tiens. En fait, c'est pas 15% parce qu'avec la remontée de l'euro face au dollar, c'est plutôt 23% que se payent quand même les entreprises européennes. En fait, c'est très simple. Tout dépend des entreprises européennes. Celles qui ont du pricing power, qui ont la capacité d'augmenter leur prix sans que la demande ne faiblisse, des Hermès, des gens comme ça, pour eux, ça pose pas tellement de problème. Pour d'autres, quand vous n'avez pas cette possibilité, c'est un petit peu catastrophique. Donc c'est pour ça que c'est un accord vraiment en demi-teinte. On a oublié quand même de dire quelque chose. C'est celui qui va quand même payer le plus. C'est quand même le consommateur américain. Qui va payer quand même une surtaxe liée aux droits de douane, puisqu'en général, ce sont les Américains qui payent. Il y a déjà des modèles qui tournent en disant que l'inflation américaine pourrait être très rapidement entre 3, 5 et 4%. Donc attention, pour l'instant, tout le monde a pleurniché hier en disant c'est pas bon pour l'Europe, mais je suis pas sûr que ça soit exceptionnel non plus pour les États-Unis, parce qu'on sait très bien que toute politique de droits de douane, ça fait un siècle que ça dure, et potentiellement extrêmement inflationniste. Maintenant, sur les marchés financiers, hier, la réaction, le matin, on a monté d'1%, c'était lundi, en se disant finalement c'est pas trop mal, puis après on a baissé. C'est un non-even quand même pour moi en termes d'allocation d'actifs pour le moment, mais à mon avis, Alain sera beaucoup plus précis là-dessus. Ce que j'ai envie de dire, c'est pricing power, si vous en avez, c'est pas très compliqué. Quand vous appelez Hermès, quand vous appelez Ferrari, c'est pas très compliqué. Pour d'autres sociétés, ça risque d'être très compliqué. Je pense vraiment aux certains acteurs dans l'automobile, où là, c'est quand même compliqué d'augmenter les prix, parce que c'est pas sûr que les consommateurs derrière, s'ils peuvent substituer, parce que en fait, tout est une histoire de substitution. Vous avez un polo Lacoste aujourd'hui. Si jamais votre polo Lacoste, vous êtes américain, augmente de 15%, mais que vous pouvez le substituer parce que vous achetez en face du Tommy Hilfiger ou du Ralph Lauren, il n'y a pas de problème. Si vous avez ce seul polo sur le marché, c'est là que ça pose problème. Vous voyez, donc c'est vraiment un problème de bien substituable et de pricing power. Mais Eric, je suis inquiet parce que toi aussi, tu as un polo Lacoste. C'est pour ça que j'ai dit ça. Voilà, on n'a pas la même couleur. Tu es un petit peu plus flashy que celui que j'ai là. Alain, non, pas de chemise Lacoste. Voilà. Peut-être un caleçon Lacoste, je sais pas, mais pas de mais pas de chemise Lacoste. Non, c'est intéressant et je précise qu'on enregistre cette émission le mardi 29 juillet 2025. Alain, alors l'idée, c'est pas de se dire oui, qui gagne, qui perd, mais juste quand même un petit peu, parce que ça va être intéressant. On a aussi une question ensuite qui va venir sur l'allocation d'actifs. Et c'est quand même intéressant de voir ce que disait Eric, c'est qu'on se dit que c'est, à première vue, oui, tout le monde dit oui, c'est l'Europe qui capitule, c'est l'Europe qui perd, mais le fait que ça augmente potentiellement les prix, le coût de la vie pour les Américains, qu'est-ce que ça va changer en fait? Si je devais me poser la question de manière un petit peu binaire, qui est gagnant, qui est perdant, pour après derrière savoir où est-ce qu'on met notre argent entre l'Europe et les États-Unis? Je crois que globalement tout le monde est perdant de cette guerre commerciale, parce que c'est quand même ça reste une guerre commerciale. Donc les droits de douane étaient aux alentours de 2% en moyenne avant Trump, et puis maintenant ils sont aux alentours de 15%. Donc c'est un boulet que va porter l'économie mondiale. Donc je pense que globalement c'est un peu ce que disait Eric, tout le monde perd. Après, je reprends ce que dit la question d'Alix. Elle dit deux choses. La première, c'est on a passé un cap en disant en fait voilà, on a formalisé certaines choses, on n'a plus ces inquiétudes autour d'une potentielle grave crise commerciale. Et elle a raison, je pense que ça c'est plutôt le bon point pour les marchés, c'est que les entreprises vont s'adapter, elles sont adaptées au Covid, elles sont adaptées à plein de choses, elles vont s'adapter, alors parfois elles souffrent, mais elles s'adaptent, elles finissent par s'adapter. Alors tous les secteurs ne peuvent pas s'adapter aussi vite, je pense qu'effectivement l'automobile, il y a un vrai sujet, mais il y a plein de secteurs qui vont s'adapter, qui vont transformer leur chaîne de production, qui vont transformer leur circuit de distribution, qui vont s'adapter sur les prix, qui vont étaler les prix à l'échelle mondiale. Enfin, les entreprises vont s'adapter à une donne qui peut être fixe. Donc ça, je pense que c'est un bon point, on va mettre ça de côté, et ça, c'est plutôt bon pour les investisseurs. Après, pour moi, il y a deux effets qui vont arriver. Le premier effet, et là on le vit en ce moment, c'est les résultats, où quand même les entreprises communiquent en disant les résultats sont un peu au-dessus des attentes, hein, c'est un peu globalement ce qu'on a depuis quelques jours, avec parfois des
petites surprises un peu positives, parfois des surprises un peu négatives, qui sont durement sanctionnées. Ça, c'est quand même un point, on en reparlera probablement après. Donc on va passer cette phase de résultats dans lesquels les entreprises annoncent quand même qu'elles vont souffrir de la hausse des droits de douane, que ça les contraint. Il y a des entreprises françaises qui parlent de l'augmentation des impôts subis en ce moment avec des taxes qui sont autour de 60 à 100 millions. Il faut quand même les absorber. Donc ça, c'est la deuxième phase. On va y être assez rapidement, je pense, et quand on regarde la question des investisseurs, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui. Donc, quelque chose qui est derrière nous. 2, les résultats qui sont plutôt pas mauvais, qui vont accréditer l'idée qu'on peut continuer comme ça d'avoir des marchés qui se tiennent relativement bien. Et je pense que la troisième phase, et qui va être celle qui va nous occuper peut-être dès cet été, mais en tout cas, je pense, cet hiver, c'est ce qui se passe sur les marchés obligataires, qui reflètent ce qui se passe dans l'économie, dans la macroéconomie, qui sont que les États sont très fortement endettés. On n'a jamais été autant endettés à l'échelle mondiale. Ça se ressent au niveau des taux qui, quand même, ont une pression avoir tendance à monter, avec des forces contraires, avec Trump qui veut que les taux baissent, qui va essayer de manipuler la courbe des taux, qui fait une grosse pression sur Powell pour que les taux baissent. Inarrêtable, hein. Non, mais je finis là-dessus. non, donc je plaisante. Ça, c'est on va dire que c'est un gros facteur d'incertitude. Et alors, vous parliez de mon expérience. Moi, j'ai deux expériences douloureuses sur les marchés obligataires. Hein. Je ne parle pas de 90, 92 dans ces eaux-là, mais des expériences plus récentes avec 2008 et 2011. 2011 qui jamais que le rebond de ce qui s'est passé en 2008. Une crise de marché de taux en général, ça met du temps à être pris en compte par les marchés, mais quand c'est pris en compte, les réactions peuvent être assez brutales. Donc ça reste quand même un peu, si vous voulez, c'est comme quand vous faites une balade en montagne, si on prend cet exemple-là, il fait un gros soleil, puis vous voyez au loin des nuages qui arrivent. Est-ce que la vallée dans laquelle vous engagez va être à l'écart de ça ou pas ? On ne sait pas encore aujourd'hui, et je trouve que c'est quand même un point qui est inquiétant sur les marchés pour les mois qui viennent. On va en parler. Moi, j'aimerais d'abord qu'on finisse cette première partie de questions, première question d'Alix sur cette guerre commerciale. Mais... Eric, on va parler d'allocation juste après, Alain, sur savoir où est-ce qu'on met notre argent. Puis après, on parlera aussi de valeur, de stock picking, de small cap, de comment battre les ETF. On a plein de sujets. Mais déjà, juste sur cette guerre commerciale, Eric, est-ce que tu as quelque chose à ajouter en plus de ce qu'a dit Alain et de ce que tu as déjà dit? Moi, la principale incertitude, je suis tout à fait d'accord avec mon ami Alain, c'est le marché obligataire. Moi, je pense qu'il va y avoir une réunion de la Fed cette semaine. Il ne va pas baisser les taux, notre ami Powell. Du coup, Trump, qui a un melon et un ego surdimensionné, va commencer à essayer de se venger sur Powell en disant il faut le virer, etc., etc. Et moi, je pense qu'on peut avoir un choc obligataire qui commence comme ça, c'est-à-dire vraiment une lutte entre Powell et Trump, et un 10 ans américain qui est à 4,40, qui irait vers 4,50, 4,60, 4,70. On peut avoir un vrai choc. Moi, je pense que le choc obligataire ne viendra pas de la France, où finalement, on s'en fout que ça soit Bayrou, Barnier ou blabla le Premier ministre, parce que de toute façon, ils servent à rien, ils sont complètement nuls, et puis ils font rien pour réduire les dépenses publiques. Et que de toute façon, comme la dette française est très profonde, avec 300 milliards, qu'elle est liquide, qui a en plus des actifs, qu'on sait lever de l'impôt, il n'y a pas de problème sur la dette française. Pour le moment, par contre, sur la dette américaine, je dis qu'il peut y avoir à tout moment un gros problème. Il ne faut pas oublier que le plan de baisse d'impôts de Donald Trump, c'est très bien, etc. Ça va entraîner des déficits budgétaires entre 6 et 9%. Est-ce qu'ils seront toujours financés ? Il y avait déjà une petite alerte, je crois que c'était il y a 2 mois, quand il avait menacé de virer Powell. Donc moi, je suis tout à fait d'accord avec Alain. Je pense que le choc sur les marchés peut venir de ce marché obligataire. Et vous savez, ça ne parle pas à nos amis auditeurs parce que personne ne comprend rien aux obligations. Ça emmerde tout le monde quand vous parlez d'obligations. Mais un 10 ans américain qui irait de 4,40 à 5%, ça serait embêtant pour l'ensemble de la courbe des taux et ça serait donc embêtant également pour les valorisations des actions. Donc méfiance. Autant les guerres commerciales, moi je trouve qu'on s'en fout un peu parce que vous aurez des entreprises qui auront du mal comme SEB qui la semaine dernière a annoncé qu'en raison des droits de douane moins 15, mais il y en a qui se porteront toujours extrêmement bien. On a vu hier soir Essilor qui a vraiment fait une très belle publication parce que pricing power et puis ils ont une telle position monopolistique que ça les change pas. Mais attention à ce marché obligataire américain. Je crois qu'au S2 on peut avoir vraiment des secousses là-dessus. Ok, on va parler de l'obligataire juste après, parce qu'on va se demander avec les valorisations des marchés boursiers, est-ce que finalement, c'est pas plus intéressant aujourd'hui en termes de rendement risque, d'aller plus sur de l'obligataire que sur des large cap en bourse. On a des questions là-dessus juste après. D'abord, pour finir sur les droits de douane, j'ai compris que c'était pas forcément le truc que vous allez regarder. J'aimerais juste quand même votre avis sur la Chine. La Chine, c'est pas fixé encore. On ne sait pas ce qui va se passer. Il y a encore une trêve. Peut-être que cette trêve ira jusqu'au 1er novembre 2025.
Alain, qu'est-ce que ça pourrait changer en cas d'accord entre les États-Unis et la Chine ? Même chose, ça serait positif. Ça serait une incertitude de moins. Pour des pays qui ont quand même des sujets à régler quand même, hein. Le déficit de la balance des paiements courants américains est énorme, hein. Que ça soit commercial ou balance des paiements, ils ont un énorme déficit. À côté de ça, on a les Chinois qui sont englués dans une économie morose avec probablement une déflation qui est en train de se mettre en place, hein, c'est-à-dire des prix qui baissent parce qu'il y a une surproduction industrielle massive sur énormément de secteurs. Donc pour les deux, toujours même chose, l'idée c'est s'ils peuvent régler leurs problèmes commerciaux sans que ça dégénère en crise grave, tout le monde y trouvera son intérêt. Mais ça ne change pas les fondamentaux de l'économie chinoise qui ne sera pas réglée par des droits de douane améliorés. Enfin, rester relativement stable par rapport au pire qu'on pouvait craindre. Et l'économie américaine reste dépendante de l'extérieur de manière massive. Donc, on ne changera pas les fondamentaux. Et c'est pour ça que je reprends sur mon problème de balance des paiements et les implications que ça a sur les marchés obligataires. C'est quelque chose qui reste latent. Bon, donc, c'est pas dans ton radar, quoi, ces histoires de droits de douane. Tu vas le regarder, mais c'est pas le truc où tu te dis j'attends ça va être un game changer sur les marchés. Non, c'est pas un game changer. C'est tout le monde fait ouf, quoi. C'est-à-dire qu'on était à 2, on est passé à 15, on craignait d'être à 30, c'est passé, quoi. Et puis, encore une fois, les entreprises s'adapteront, donc je suis pas inquiet par rapport à ça. Par contre, c'est les dynamiques qui sont en place, qui sont pas bonnes depuis très longtemps. Ça ne change rien à ça, quoi, si vous voulez. C'est ça le point, quoi. C'est-à-dire que on est plutôt dans une période où il faudrait de la coordination, et on le voit sur les banques centrales, par exemple. Les économies se portent mieux quand les banques centrales sont coordonnées. Là, aujourd'hui, on va avoir le risque qu'elles ne soient pas coordonnées, avec un Trump qui va mettre pression pour que les taux baissent aux États-Unis à des moments où il risque d'y avoir de l'inflation. Donc vous voyez, et puis qu'est-ce que vont faire les autres banques centrales au même moment ? On est un peu coincé par ce phénomène-là. Il faut de la coordination, et ce qui se passe en ce moment n'en fait pas, quoi. Donc c'est pas très bon, quoi. On peut pas être positif sur ce qui se passe. On va en reparler. Eric, pour finir, juste toi, les droits de douane Chine États-Unis, c'est mais il y aura comme Alain, c'est un. Mais non, mais faut arrêter de délirer, les amis, là. Il y aura un accord. La Chine, elle a un énorme problème, c'est que sa consommation intérieure est morose. L'immobilier, tout le monde est endetté. Ça ne repart pas, donc ils ont absolument besoin d'un accord. Et du côté des Américains, ils savent très bien qu'il y a des biens qui ne sont pas substituables. Donc si on a des droits de douane 30-40%, c'est le consommateur américain qui va pâtir. Et quel est le consommateur américain ? C'est le pauvre type du Midwest, de l'Ohio, du Nebraska qui gagne peu, qui est l'électeur de Trump. Donc Trump se rend bien compte qu'il va dans le mur s'il n'y avait pas d'accord, s'il y avait une vraie guerre commerciale. Personne ne peut se permettre, on va trouver un accord à minima, etc. Mais bon, je trouve qu'on a été très angoissé en avril avec ces accords. On s'était parlé, je me rappelle, le soir même avec Alain, en se disant que Trump est fou. On voit très bien qu'il met de l'eau dans son vin et que ça a l'air vraiment de se calmer. D'ailleurs, les marchés sont au plus haut parce que tout le monde voit sur les marchés qu'on va arriver à des accords bilatéraux, alors plus ou moins bien ou pas. Mais moi, je ne crois plus du tout à une guerre commerciale. La différence, quand même, c'est que les Chinois ont une stratégie qui est très différente de celle qui est faite par les Européens. C'est-à-dire que les Européens ont essayé de limiter la casse à tout prix, ce qui finalement va coûter très cher, et puis nous positionne assez mal sur le plan politique. Enfin, on passe vraiment pour des clowns, quoi. Enfin, c'est terrible ce qui se passe. Les Chinois viennent d'arracher un deuxième délai de mise en œuvre parce que eux les tiennent par certains sujets. C'est-à-dire que nous, on ne s'est pas rendu compte en tant qu'Européens qu'on les tenait, les Américains, par certains sujets, sur le digital, sur le fait qu'on ait 450 Ce que tu es en train de dire, Alain, c'est qu'on a eu peur de réagir vraiment. On a eu trop peur, donc au final, en ayant été trop gentil. Il veut dire qu'on a baissé notre froc, en fait. Mais non, mais c'est un peu ça. On a une stratégie qui était pas bonne, mais qui était peut-être aussi le fruit de 27 avis différents qu'une seule personne ne peut pas mettre en œuvre facilement. Donc on s'est réduit sur le programme minimum. Le programme minimum, il est pas bon, quoi. Alors que les Chinois ont pas ça. Et les Chinois, ils raisonnent à 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc Trump, pour eux, c'est un épiphénomène. Dans 3 ans, il est plus là. Donc ils s'inquiètent pas par rapport à ça. Donc ce qu'ils vont essayer de faire, c'est de tenir et puis de montrer qu'eux aussi peuvent mettre la pression sur les terres rares, mettre la pression sur certaines distributions, mettre la pression sur certaines entreprises qui ont des entrées à la Maison-Blanche, par exemple, si on prend Nvidia a d'énormes intérêts croisés avec la Chine. Nvidia est le meilleur ambassadeur de la Chine auprès de Trump. Donc, parce que c'est pas... Je crois que l'économie, il ne faut plus la regarder. Et d'ailleurs, Trump la regarde en gagnant-perdant. Mais c'est vraiment un truc du passé, ça. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est faire grossir le gâteau et les intérêts. Là, l'idée, c'est j'ai des intérêts, je veux les défendre,
et vous arrachez quelque chose. Mais d'ailleurs, on pourra en reparler sur sa politique climatique, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il joue le jeu du Oh là là, on est dernier parti sur le survivant. climat, là. Mais non, on est parti. Non, lui, il joue le jeu du dernier survivant. Et en fait, c'est une catastrophe de raisonner comme ça. Mais tu vois, Ok. sur l'Europe, pour rejoindre ce que dit Alain, on parle pas du tout d'une même voix. Quand tu vois dans la presse ce matin européenne, alors les Français disent c'est une catastrophe cet accord, Mélanie dit finalement c'est pas si mal que ça, les Allemands ils disent c'est mitigé, donc on parle pas du tout d'une même voix. Donc Trump il se frotte les mains, alors que les Chinois avec les terres rares, s'ils veulent embêter les États-Unis, ils disent il y a plus d'implantation de terres rares, c'est fini, etc. Et on déstabilise l'industrie de la téléphonie, l'industrie des semi-conducteurs. Donc on a beaucoup plus de marge de manœuvre en Chine qu'en Europe, où nous on est très gentils en Europe. Les Européens c'est des gentils garçons, quoi. Ok, ouais. C'est Non, mais on passe trop. c'est l'histoire de On a l'herbivore. trop voulu C'est-à-dire- faire les En fait, bons élèves, quoi. vous savez, Macron parlait des herbivores et des carnivores. On nous fait croire qu'on a raisonné comme des herbivores, mais la réalité, c'est qu'on est allé aux négociations comme des insectes, c'est-à-dire qu'on s'est fait écrabouiller, quoi, en fait. Donc bon, voilà, il fallait que ça arrive. Putain, Alain a le sens Non, de mais il a la raison. métaphore. Non, mais il a Ouais. raison, il a raison. Mm. Bon, maintenant, sur les marchés, c'est pas tellement un game changer. D'ailleurs, on s'en fout. La séance d'hier, moins 0,4. Il n'y a Ouais. pas tellement d'impact, quoi. Bah justement, on va Par parler. contre, sur le dollar, il y en a eu un. Bon, un petit, parce Ah que oui, c'est quand passé même. d'un 17 à un 16. Ah bah oui, mais On va parler tout de suite d'allocation d'actifs. Ah, Donc là, alors ça, c'est Alain. ouais, alors Non, ça non, c'est non. Alain. Mais Tu peux enlever ton- on va Mais j'aimerais avoir bien plusieurs raconter mon anecdote sur la fausse carte. Ah mais attends, on y vient. Mais vous savez quoi? Restez avec nous, on se garde ça pour la fin. On se garde ça pour la fin, restez avec nous. Il y aura l'anecdote de la fausse carte de Eric Lewin. D'abord une question de Loïc qui se pose des questions sur son allocation d'actifs. Donc on va parler de tout ça. On va écouter Loïc tout de suite. Salut à Maurice, salut à Martingale. Bon, déjà, merci pour tous les podcasts que je suis assidûment. Voilà, donc j'ai 28 ans, je suis en profession libérale. Et du coup, voilà, il faut que je me constitue ma propre retraite. Donc, j'avais un plan d'investissement et d'épargne que j'ai axé à 80% sur des actions. 60% pour des actions, on va dire, US, 20% sur du pays émergent. J'ai aussi un tout petit peu d'Europe, donc en fait c'est plutôt 55%, les 50% Amérique, 10% Europe et le reste pays émergents, 20%. J'ai 15% de crypto et je fais 5% d'investissement, on va dire, exotique / plaisir. Voilà, donc j'ai un horizon d'investissement à 25 ans. Je voulais savoir voilà, ce que vous pensiez un peu de cette répartition, sachant que je fais tout, on va dire, sur des PER professionnels et assurance vie professionnelle. Donc voilà, j'espère que c'est assez clair. Merci encore et à la prochaine. Merci beaucoup Loïc pour ta question. Il va se régaler. Eric, Est-ce qu'on peut avoir un peu de clim là? Non, mais ça, c'est pas possible. On met un peu de clim. Alain, tu nous dis si t'as froid. ouais, Ok. c'est ça les purs sang, vous pouvez pas Ah là, il a sa chemise en cachemire. vous pouvez pas comprendre. Non, donc merci beaucoup Loïc pour ta question. Ce qui va là, on ne parle que d'allocation d'actifs. Après, sur tout ce qui est stock picking, valeur, secteur, Ça, on en c'est- parlera juste après. On a une question de Thomas. Non, mais ça, qui est c'est que hyper pour complète. Alain. Franchement, il est meilleur pour répondre Ok. à ça. Donc Non, mais là, c'est vrai. Là, c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait. Je résume un petit peu, je répète ce qu'a dit Loïc dans son message. Ouais. En gros, il a 50% d'US, 20% de pays émergents côté Asie, 10% d'Union européenne, 5% de métaux et 15% de crypto. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette allocation-là? Bon, déjà, ce que j'aime bien, et il faut avoir le courage de le faire, et il a tout à fait raison de le faire à son âge et avec ses perspectives de retraite un beau jour, d'avoir mis cet argent de côté. Il y aura sur plus ce la type retraite dans d'allocation. 30 ans. Non, Enfin. non, mais il va se Non, mais il constituer- faut arrêter de déconner, Alain. Non, il non va se constituer un patrimoine pour ses vieux jours, on va dire. Voilà, on va appeler ça comme ça. Si tant est qu'on puisse en profiter, puisque s'il fait trop chaud, on aura peut-être des difficultés. Mais c'est un autre sujet. Alors, déjà être autant investi en action sur cet horizon, s'il n'est pas en stress sur une volatilité, sur des baisses de 20% en 6 mois, ce qui est, sur ce genre d'allocation, c'est ce qui peut arriver. Donc s'il est capable de supporter ça, il n'y a aucun sujet d'avoir cet investissement. Et j'imagine, et si je comprends bien la manière de faire, c'est qu'il fait des investissements au fur et à mesure avec l'épargne qu'il se constitue avec son travail. Donc, Oui, c'est plus ou moins du DCA, quoi. oui, qui c'est fait, ça, là. quelque chose. Enfin, c'est ce que je comprends. Après, sur l'allocation elle-même, donc une fois qu'on a mis de côté que c'était beaucoup d'actions et ça me pose pas de problème, surtout que les obligations sur des durées aussi longues n'ont pas vraiment forcément d'intérêt.
50% d'US, c'est pratiquement le minimum. Ça, je dirais que... Pour toi, il faut au moins avoir 50% d'US aujourd'hui. Ouais, pratiquement, parce qu'en fait, c'est l'économie dominante. Alors peut-être que ça changera dans 5 ans, dans 10 ans, mais on aura le temps de refaire des martingales d'ici là. Après, moi, je trouve qu'il a beaucoup d'Asie, beaucoup d'émergents par rapport au reste, quoi. Parce que je trouve qu'il a par contre pas assez d'Europe. J'en mettrais un peu plus. Je dis pas qu'il faut arbitrer tout, mais je dirais que remettre un peu d'Europe, attendre peut-être un retracement, un marché européen qui sous-performerait sur 2-3 ans et à ce moment-là en refaire. Parce que je trouve que l'Asie est quand même sous pression de Trump, hein, quand même, pour les 2-3 ans qui viennent. Donc c'est pas terrible, quoi. Et puis je pense aussi, alors je vais me faire chambrer par mon petit voisin là, mais il y a quand même un problème avec le climat dont on parle pas, c'est l'impact de ces périodes d'énormes hausses de température sur le PIB. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose, on vient nous embêter sur des histoires de fiscalité à 2 balles sur quelques jours. Par contre, 50 degrés en Inde pendant 2 mois, on peut imaginer que ça n'a pas d'impact sur le PIB. Avoir des sécheresses qui durent 4 mois en Chine, on imagine que ça n'a aucun effet sur l'inflation et sur le PIB. Et ça, je pense que c'est des zones, ce sont les zones qui sont les plus à risque. Donc, sur un horizon 20 ans, il faut l'avoir en ligne de mire quand même, cet aspect d'avoir quand même un peu trop, probablement, à mon avis, par rapport à l'allocation d'Asie. Après, un peu l'Europe... Alors, juste pour finir sur les émergents rapidement, donc lui, il a pas mal d'Asie. Moi, j'entends beaucoup parler de l'Inde, justement. Ouais. Chaque fois, on me dit, il faut des ETF Inde à 10-15 ans, ça a un potentiel immense, etc. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Oui, c'est un beau potentiel. Alors après, on l'a appris à nos dépens, aux dépens des Américains, quand on est investisseur européen, l'évolution du dollar, et on a vu que ça pouvait coûter. Regardez la roupie, hein, sur 20 ans, la roupie, c'est juste une catastrophe. Hein, c'est-à-dire que c'est une devise qui s'effondre par rapport à l'euro, par rapport au dollar. Donc, faut le prendre en compte. Ça atténue le poids qu'on peut y mettre, parce que quand vous avez un impact devise aussi fort, il faut quand même le prendre en considération. Donc, oui, l'Inde, je préfère l'Inde à beaucoup de zones asiatiques, mais encore une fois, avec ce problème, sur 20 ans, il faut raisonner climat, et je pense qu'il y a un sujet dans ce pays-là. Et tu as une autre idée d'émergents, pour finir sur les émergents ? Zone, hein, je te parle. Ouais... Le Brésil, mais pareil, c'est quand même une devise qui est sous pression. Il y a des problèmes politiques, ils vont être sous pression à cause des droits de douane pendant 2-3 ans. C'est à regarder, et puis quand ça fait une sous-performance massive pendant quelques mois, en refaire un petit peu. Mais vous voyez, c'est pas un socle de l'investissement. Quand vous avez les États-Unis avec 50-60%, 20% d'Europe, vous pouvez faire marginalement un peu d'Asie. Là, il a 10% d'Europe. Toi, raisonnablement, tu t'en mettrais combien sur 20 ans ? Moi, je mettrais plutôt à 20%. Ouais. En prenant les large caps qui sont très internationales, qui ne souffrent pas nécessairement d'une conjoncture européenne un peu plus faible. Crypto, je trouve que c'est beaucoup aussi par rapport au risque. Mais... voilà. Mais parce qu'on est has-been sur les cryptos. Non, c'est pas ça. Mais si, attends, on n'y comprend rien, ça nous fait chier à mourir, les cryptos. Non, moi je trouve que ce qui se passe en ce moment... T'as acheté des cryptos déjà ? Oui, je trouve que ce qui se passe en ce moment... Quel menteur ! Bien sûr. Quoi, t'as acheté quoi par du Bitcoin ? Du Bitcoin. Voilà. Et de l'Ethereum. Non, mais là, tu dois être bien dans ton portefeuille. Ça va, mais j'en ai pas beaucoup, enfin, c'est juste marginal, quoi. Mais... Il en a que 10 ou 12 Bitcoins, ça va. Il en a que pour 2 millions d'euros, ça va. Arrêtez. Ce que je trouve, ce qui se passe en ce moment sur le stablecoin est très intéressant, c'est-à-dire qu'en fait on voit le dollar qui était sous pression qui revient par la petite porte grâce au stablecoin avec un gros push de la part de Trump et de son administration pour favoriser une économie digitale également sur la devise. Parce que là pour l'instant on a surtout des stablecoins dollars. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Oui, une hégémonie de dollars qui continue. Et oui, tout à fait, mais vous voyez, c'est quand même un signal qu'il se passe quelque chose sur ça. Donc avoir 5-10%, pourquoi pas 15%, je trouve que c'est beaucoup parce que ça peut perdre. On évoquait les 20%, là c'est plutôt ça peut perdre 50% en 6 mois. Bon, s'il est capable, et je pense que s'il a 15%, il est capable de supporter 50% en 6 mois. Bon, pourquoi pas, mais je trouve que c'est un peu beaucoup par rapport au reste, quoi. Donc, voilà. Loïc, juste sur les cryptos, effectivement, 15%, c'est beaucoup sur un temps. En fait, ça dépend ce que tu as. Ça dépend que si tu as que du Bitcoin, moi, personnellement, sur 20 ans, sur le Bitcoin, je suis très positif. Après, sur les autres cryptos, les altcoins, ça dépend des projets. Là, c'est des trucs
plus suivre comme du lait sur le feu, quoi. Donc ça va dépendre des projets. Ce qui est vrai aujourd'hui ne sera pas forcément vrai dans 2 ans sur Ethereum ou autre. D'ailleurs, Ethereum, à l'instant on parle, qui a fait une belle remontée. Eric, Ouais, ah oui, 5% de métaux, pour finir. 5% de métaux. 5% de métaux, oui, c'est un bon... Tu ferais autre chose que de l'or? Tu ferais quoi? De l'argent. Ouais. Qui est sous pression en ce moment de manière un peu inexplicable. Enfin, c'était monté jusqu'à 40 quand même. Oui, c'est alors. ça. Non, mais d'accord. Mais Il y a une petite pression. Oui, là. mais une petite pression depuis quelques jours. Attends, mais hésitant. je regarde ça au millimètre, moi, tu sais. Mais Et, c'est vrai que je dois il y a une surproduction. rendre hommage à mon ami Alain Pitous, qui autour de 28-30 $ était acheteur d'argent. Il m'avait dit il faut faire de l'argent. Non mais Tu l'as écouté? bien sûr, On s'écoute. on s'écoute. C'est pour ça qu'on est détendu un mardi de juillet, on n'a rien à foutre, on vient ici. Non, mais sur l'or, même chose. Si on regarde ça sur 10 ans, regardez l'or par rapport à toutes les devises depuis 30 ans, ça reste un bon vecteur de diversification et je trouve ça bien. Récemment, oui, mais 5%. pendant un moment, ça avait beaucoup stagné. Oui, mais, non, mais regardez-le sur 30 ans. Ça, c'est des choses qu'il faut regarder sur très très longue durée. Regardez ce qu'on a acheté avec une once d'or il y a 30 ans aux États-Unis. Regardez ce que vous achetez aujourd'hui. Bah, vous achetez beaucoup plus de choses. Donc voilà, c'est pas. Non, il a raison. Alors c'est pas Nvidia, c'est pas un altcoin. Mais quand vous construisez un actif comme est en train de le faire Loïc, c'est ça. Ouais. Bah, c'est intéressant. 5%. Non, puis lui, il est sur 20 ans. Donc, Voilà, c'est ça. ok. Et, vous voyez, moi, je trouve que c'est un peu disproportionné. C'est 15% de crypto par rapport à 5% de métaux. Et, Tu ferais 10-10? Oui, je ferais 10-10. Je peux te dire un truc? Voilà. Vas-y. Moi, je ne crois pas du tout à l'allocation. Alors, vas-y. Moi, non, mais parce que moi, je suis que stock picker, que action. Moi, je n'aime que les Bah, donc c'est actions. 100% action. Je suis Oui, mais alors 100% attends, action. on va. Mais en étant en permanence sur les marchés, en regardant en Bah, non, mais permanence. c'est ça. La grande problématique, elle est là. Et où je rejoins Alain, c'est que pour quelqu'un qui n'a pas le temps d'être tout le temps sur les marchés, évidemment qu'il faut une allocation. Mais comme moi, je vais très vite, moi, je peux être 100% action. Et puis, si je sens que l'or va monter, mettre 10% de mon portefeuille sur l'or. De même que je peux mettre 20% de mon portefeuille sur l'obligataire. Ce que je veux dire, c'est que moi, je suis très dynamique. C'est vrai C'est quand, Eric qui fait bouger les marchés. En fait. quand Ouais, vous c'est n'avez pas ça, le temps. c'est ça. Non, mais Ouais. quand vous n'avez pas le temps, je rejoins Alain. C'est vrai qu'il faut des allocations prudentes, sérieuses. Mais quand vous avez du temps et que vous C'est pas une question de prudence, c'est une question de cohérence avec un objectif. C'est-à-dire que là, Loïc, il va pas s'amuser sur 20 ans à passer à 50% en oblique. Ça Je suis n'aurait d'accord. aucun sens. Voilà. Mais- À contrario, par contre, en ce moment, je fais l'allocation pour C'est votre argent. Et je la communique régulièrement sur mon Twitter. C'est vrai. Et elle est très 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 prudente parce qu'il y a aussi un espèce de jeu sur l'année, quoi. Et sur l'année, je vais pas m'amuser de 80% en action aujourd'hui. C'est beaucoup plus nuancé. Mais en fait, tu vas pas t'amuser à être 80%, mais si tu faisais du stock picking, tu pourrais être à 80%. Bien sûr, mais Le problème, il est là. On va parler du stock picking juste après parce que c'est notamment la question de Thomas qu'on va écouter là dans. Ah, dans elle sera quelques pour moi, instants. enfin. Elle sera- voilà. Mais Parce que il a en aura parlé pour tout le monde. 66,4% du temps. Eh, mais là, Allez, non, mais là, c'est le débat de la présidentielle. Là. Non. Dernier truc, Eric, avant, on parle pas de stock picking maintenant, mais est-ce que toi, quand tu réfléchis dans ton stock picking, est-ce que tu réfléchis allocation ou pas du tout? Mais jamais. Pas du tout. Mais pas du tout. Mais pas C'est- du tout. c'est fou. Non, mais le seul truc que je fais pas, c'est les biotech. Alors j'ai été contredit Voilà. parce que Abivax plus 600%, etc. Mais pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Je regarde les boîtes, si elles sont décotées, si elles sont value, si elles sont pas du tout. Pas Donc du tout. toi, tu regardes pas où elles sont. Mais non, mais par exemple le luxe, moi le luxe, je suis pas pour le luxe en ce moment. Kering, LVMH, c'est compliqué sur la Chine, mais j'aime toujours beaucoup Hermès. Dans l'automobile, je suis anti-automobile, mais j'aime beaucoup Ferrari Attends, parce on va qu'ils en ont un parler, pricing on va en power. Non mais moi, je raisonne valeur par valeur. J'adore le stock picking. Toute ma vie, je l'ai construite autour du stock picking. Je vais pas changer aujourd'hui. Une vie de stock picker. Voilà. Ouais. C'est le titre du prochain livre Ouais. d'Eric. J'avais commencé en 85 d'ailleurs. On va écouter tout de suite la question de Thomas. Et là, il y a plein de choses à dire. Ouvrez vos oreilles. Hello l'équipe de la Martingale, j'espère que vous allez bien. Déjà merci parce que vous m'avez déjà aidé une ou deux fois, donc je me permets de reposer 2-3 questions si vous voulez bien. Une première sur les indices, les ETF. Aujourd'hui j'investis très majoritairement en ETF indiciels, donc MSCI World, un petit peu d'Inde ou des S&P 500. Et je me posais la question d'éventuellement investir sur des valeurs, sur des ETF liés à des secteurs, des industries. Voilà, je ne voudrais pas y passer trop de temps. Mon horizon de placement, c'est 10-20 ans. Pour être tout à fait transparent, moi, je préfère éviter les valeurs très cycliques ou un peu pièges, enfin, en tout cas que j'estime pièges, comme l'automobile, la banque, voilà, ce genre de secteur.
La deuxième question que j'ai pour vous, s'il vous plaît, ce serait sur éventuellement profiter, s'il y a lieu, d'une réorientation des investissements vers les small caps. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, sur les larges, il y a eu, tout a été pris par les larges ces derniers mois, années, et je ne sais pas s'il y a encore énormément de leviers de croissance là-dessus, et donc éventuellement, quelles peuvent être les opportunités sur les small caps, sachant que j'aimerais bien que ce soit quand même éligible au PEA pour des raisons fiscales, et voir s'il n'y a pas éventuellement sur d'autres supports, peut-être aussi en assurance vie, mais des fonds qui seraient plus efficaces. Je ne crois pas beaucoup aux ETF parce que dès qu'une small cap devient une large cap, elle sort de l'indice, donc ça fait baisser l'ETF. Donc voilà, je trouve ça un peu plus piégeux en ETF. Je verrais plutôt du fonds. Dites-moi si j'ai raison ou pas, déjà peut-être, et quel fonds ça peut le faire. Et enfin, peut-être 2-3 valeurs qui vous paraissent intéressantes sur les small caps. Merci beaucoup, j'ai été très long. J'espère que vous aurez quelques réponses et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup Thomas pour ton message. Et puis surtout, comme l'a dit Thomas, si vous nous avez déjà écrit, si vous avez déjà envoyé des messages, réécrivez-nous. On peut faire un suivi ou même si vous avez d'autres questions, bien évidemment, vous êtes les bienvenus. Plusieurs questions à la question de Thomas. On va commencer déjà. Il a des ETF indiciels. Donc, c'est-à-dire, il suit des indices, ça peut être le CAC 40, le S&P 500, etc. Maintenant, première question, on ne va pas parler de valeur, on va parler de secteur. C'est quoi pour vous les secteurs qui peuvent être intéressants à jouer si, comme Thomas, on veut se mettre sur des ETF sectoriels? Déjà, peut-être pour commencer, est-ce qu'il y a des secteurs à éviter? Thomas en a cité 2, l'automobile et les bancaires. L'automobile, est-ce qu'on peut parler un petit peu de l'automobile pour commencer? Qu'est-ce que vous pensez de l'automobile? Nous avons non seulement une crise conjoncturelle, mais également une crise structurelle. Oula. Structurelle dans la mesure où on va passer à la voiture électrique probablement en 2035 en Europe, pour toute l'Europe, mais ce n'est pas encore gagné. Donc les constructeurs ont beaucoup d'investissements, se posent beaucoup de questions. Donc c'est un secteur très compliqué. Et puis d'un point de vue, et là je rejoins mon ami le géant vert, d'un point de vue écologique, il y a de plus en plus de personnes qui n'achètent plus la voiture parce que ce n'est plus un bien prioritaire. Les gens préfèrent se focaliser par exemple sur le tourisme, sur les voyages, sur les loisirs, quitte à laisser de côté l'auto, sauf si vous êtes dans les petites villes. Donc moi, je crois que conjoncturellement et structurellement, c'est un secteur très compliqué à appréhender. La seule valeur que j'aime dans le secteur, c'est Ferrari. Non pas parce que j'ai décidé d'acheter une Portofino. Surprenant. Non, mais parce que, je vais te dire, il y a quelques années, on disait que les 2 valeurs de luxe qu'il fallait avoir dans l'automobile, c'était Porsche et Ferrari. Porsche a complètement dévissé et maintenant, ils vont avoir cette année une rentabilité entre 6 et 8%, qui est digne d'un concurrent comme Skoda. Skoda aura cette année la même rentabilité que Porsche. Donc Porsche, il faut la sortir des radars. Ferrari, par contre, il y a le fameux pricing power, il y a le fait que même si on augmente les prix, la demande ne faiblit pas. Donc c'est la seule valeur que je jouerais. Pour le reste, c'est très compliqué. Et c'est très compliqué parce que des fusions-acquisitions dans le secteur, ça c'est destructeur. Alors il y a des gens qui disent oui, et s'il y avait une fusion entre Stellantis et Renault? Oui, bien sûr, mon général, pas de problème, sauf qu'il y aurait une telle destruction, non seulement de valeur, mais une destruction en termes humains, que ça n'aurait jamais lieu. Donc moi, c'est un secteur, je laisse de côté. Comme je laisse de côté tout ce qui est biotech, medtech, sauf à de rares exceptions, on a vu la semaine dernière qu'Abivax a gagné 550% parce qu'en phase 3, ils ont réussi. Ce sont des secteurs très, très compliqués. Je pense qu'il faut aller sur des secteurs faciles. Sur la banque, je ne suis pas du tout d'accord avec lui parce que depuis le début de l'année, on a une envolée des valeurs bancaires. Donc, je pense qu'il faut de toute façon être dans le secteur bancaire, même si c'est difficile à appréhender en termes de comptes. Et Alain, qui a beaucoup travaillé chez Amundi, je lui fais une passerelle de folie, tu seras d'accord avec moi. C'est très compliqué de décortiquer comme les comptes des banques parce qu'il y a beaucoup de paramètres. Mais en tout cas, medtech, biotech et automobile, moi je suis à l'écart. Sur le secteur bancaire, ça dépend. J'aime beaucoup BNP. Sur d'autres valeurs, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Ok, faudrait qu'on invite Carlos Ghosn pour en parler de l'automobile. D'ailleurs, foncez, si ce n'est pas déjà fait, écoutez l'interview avec Mathieu Stéphanie de Carlos Ghosn qui a été faite au Liban là, il y a quelques jours sur Génération Do It Yourself. C'est juste passionnant. C'était une super. Est-ce que c'est mieux que nous? Je sais pas. Alors. Parce que là, quand même. Là, j'ai dit qu'il y avait. En alloc, il est moins bon, je crois. Et en stock picking aussi, je crois. Non, franchement, passionnant. Sur les ETF. Et alors, juste en gros, là-dessus, Eric,
il est pas chaud sur la voiture. Est-ce que toi, tu irais sur la voiture? Non, pas. Alors pour une autre. Alors structurellement aussi, il y a un élément qui est en train d'arriver. Bon, pas en France, mais aux États-Unis, c'est la voiture autonome. Et ça change tout. C'est-à-dire que pour les gamins aujourd'hui, vous êtes habitant d'une ville, ce qui est quand même dans beaucoup de cas pour les jeunes, ils sont plutôt tendance à aller habiter en ville s'ils peuvent faire leurs études au moins. Demain, ils n'auront plus de voiture. Et donc ils vont louer éventuellement et encore, et puis se faire porter par des voitures autonomes. Donc ça change socialement, ça change énormément de choses. Donc il va falloir que tout ça se mette en route, et je pense que entre deux, il va y avoir beaucoup de casse. Bon, donc tous les deux sur le secteur automobile sur 10-20 ans, vous y allez pas. Vous, a priori, c'est pas votre priorité, vous mettez pas un ETF là-dessus, quoi. Non. Ok. Sur les bancaires, Eric n'était pas d'accord avec Thomas. Je te fais la transition. Qu'est-ce que tu penses? Moi, les bancaires, moi, c'est hélas un proxy des emprunts d'État, quoi, dans beaucoup de cas, et de la force des États, donc qui sont gavés d'obligations d'État. Donc, je suis assez. Je pense que c'est un secteur qui est c'est dissymétrique, en fait. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a du gain, et quand après une période difficile comme elles ont traversé, il y a une reprise très forte, effectivement, mais c'est quand même un secteur qui est quand même assez risqué et difficilement lisible, avec en Europe beaucoup de banques. Il dit exactement ce que je dis. Ouais. Difficilement lisible, non, pareil, il copie. Par contre, toi, tu dis qu'il faut en avoir. Moi, je pense qu'on peut, vivre sans les banques. Hein. Enfin, Mais Ok, moi, donc- j'aime pas du tout tes questions, je les trouve pas très bonnes. Ah bon? Non, je te Ah dis bon? en toute Non, mais amitié, attends. mais parce que j'aime pas ces histoires sectorielles. Moi, Ah je oui, trouve il y ça- en a qui moi, veulent moi, faire du moi, secteur. moi, Il y en a franchement, qui veulent faire du non, mais moi, j'ai attends, des alors. choses à dire par Non, mais rapport moi, à j'ai dit un truc, je trouve ça complètement con. Mais vraiment, hein. Bah pourquoi? Mais parce qu'il dit. Si alors, tu veux pas faire qu'est-ce stock picking, qu'est-ce que vous pensez du secteur de la défense? Oh, écoutez, le secteur de la défense. Mais ça dépend des valeurs. Raisonnons en stock picker. Non, mais franchement, Oui, mais pour moi, ceux je suis qui n'ont contre pas les le temps de faire moi, du stock je picking. déteste les biotech. Je dis que c'est vraiment, on ruine l'actionnaire. La semaine dernière, j'ai été démenti parce que Abivax a réussi un truc en phase 3. L'action a gagné 550%. Donc, même mon raisonnement de dire on ne fait pas de biotech est con. Tout dépend des valeurs. Moi, je trouve qu'on est trop à dire ah non, on fait pas de bancaire, on fait pas d'automobile. Bien sûr qu'il y a des secteurs qui ont moins le vent en poupe, mais il peut y avoir des opportunités à l'intérieur de chaque secteur. Non mais ça, évidemment, ça Et là-dessus. ça, c'est mon coup de Mais gueule. ça, non mais ok, très beau coup de gueule. Mais ça, je remets pas ça en cause. Je dis juste que là, on prend un cas précis. Quelqu'un sur 10-20 ans qui a pas le temps de suivre au quotidien. Mais moi, je crois pas Qui fait 10-20 ans, mais moi, je pense que Keynes disait à long terme, nous serons tous morts. Moi, les gens qui te disent, et Alain le sait parfaitement, Alain, si tu le suis sur Twitter, et je vais encore faire sa promo, il change en permanence son allocation. Bah mais oui. parce que les gens Non, qui mais te c'est disent, normal. alors, Amaury de Tonquédec, donnez-moi une valeur sur 25 ans. Le mec, il donne c'est complètement stupide. C'est comme le mec qui dit quel sera le niveau du CAC 40 en fin d'année. Et il y a 10 connards qui disent, écoutez, en fin d'année, on sera à 7866 sur le CAC. On sera à combien, Eric, là? Mais c'est complètement con, c'est des questions qui sont complètement connes. On s'adapte en permanence sur les marchés. Des allocations d'actifs, c'est en permanence. Si l'or prend 30%, vous avez plus 5% d'or en portefeuille, vous réduisez de votre pondération Ok, de l'or. bon, si on n'est pas un caméléon comme Eric Lewin. et qu'on Non, veut mais il quand faut même- s'adapter non, en permanence. non, mais- Et je voudrais qu'Alain me réponde. Moi, ce que je voudrais dire sur les secteurs, je trouve que c'est intéressant, les ETF et l'approche sectorielle pour C'est ça la question. Voilà. s'initier à un secteur. C'est-à-dire qu'en fait, et ça fait partie des appétences qu'on peut avoir, parce qu'effectivement, enfin, à l'inverse de ce qui est dit Eric, moi je pense qu'il y a des gens, et je connais des CGP qui font ça pour leurs clients, qui posent une allocation. Par exemple, Eric, ça serait une allocation. Bon, Eric, il va pas faire gérer son argent, mais imaginons qu'il fasse gérer son argent. On lui dirait 80% d'actions, 20% de produits un peu de prudence, etc. Et régulièrement, on réinvestirait, on réallouerait voilà. autour de ces 80%. Mais il aurait quand même structurellement autour de 80%. Le papa d'Amaury, qui est peut-être très prudent, il aurait une allocation qui serait 60% prudente, 40% avec des trucs un peu plus risqués. Et Amaury, qui est un peu heureux, il aurait 100% Non, mais Amaury, prudent. Amaury, Il est bourré, Amaury. Amaury, il a Il a une baraque en Bretagne, il paraît, je peux te dire. Les gens parlent. Alors, par contre, moi, ce que je trouve intéressant dans l'approche sectorielle, c'est quand vous voulez vous initier un secteur, et la plupart du temps, bien souvent, il faut le dire quand même quoi qu'en dise Eric, les drivers sont aux États-Unis. Donc, quand vous prenez un secteur, quand un secteur vous intéresse, les leaders sont aux États-Unis, ils sont cotés aux États-Unis, et c'est une manière de rentrer dans le secteur de manière, on va dire, sereine. C'est-à-dire, vous dites, je peux aller, par exemple, si vous dites, je veux aller, j'ai le thème espace qui m'intéresse, vous allez investir dans un ETF espace, vous allez commencer à regarder les valeurs qui sont dedans, la plupart du temps, c'est les grands leaders qui sont dedans, et puis vous allez commencer à apprendre le secteur comme ça.
Vous allez faire par exemple du quantique, même chose, les investissements quantiques sont les ETF quantiques, il y en a quelques-uns qui sont en train de sortir. Vous allez voir les leaders, comment ils se comportent, vous allez apprendre le truc avant de passer au stock picking sur des valeurs qui sont en train d'émerger ou qui sont en train de changer de statut au sein de ce truc-là. Même chose pour la défense. C'est-à-dire que la défense, c'est quand même un secteur, en fait, c'est extrêmement compliqué, la défense. Et puis c'est très large. Et c'est très large. Donc, faire un investissement là-dedans, alors effectivement, vous optimisez pas le Rheinmetall qui a triplé par rapport à je sais pas quoi qui n'a pas performé. Vous n'allez pas trouver... c'est quoi la valeur française? Excuse-moi. Exile Technology. Plus 577% depuis voilà. le début de l'année. Donc, effectivement, quand vous allez avoir un ETF, vous aurez cette valeur-là marginalement ou pas du tout. Donc, ça peut être frustrant, mais vous allez commencer à apprendre le secteur. Donc, je trouve ça intéressant. Moi, c'est des secteurs que je suis en ce moment, j'ai suivi l'IA en faisant comme ça, et finalement on se retrouve avec des valeurs qui déforment le secteur avec une valeur comme Nvidia. Vous avez le quantique, vous avez l'énergie autour du nucléaire, toute l'infrastructure autour de ça, et c'est intéressant de regarder les valeurs qui sont dedans. Vous avez l'espace, un secteur que je trouve très intéressant. Après, il y a des gens qui sont passionnés de biotech et des innovations qui ont lieu dans le biotech. Et faut regarder aussi ces valeurs-là via un ETF. Après, moi, je ne suis pas là-dedans non plus parce que c'est vraiment extrêmement compliqué. J'ai du mal à suivre. Donc voilà, je pense que investir sur ce genre de choses, c'est intéressant. Et puis, ça vous permet, dans beaucoup de cas, pour une somme modique, c'est-à-dire que vous avez un investissement global de 100 000 euros, c'est embêtant de mettre 30 000 euros sur un secteur qui a une volatilité importante. Par contre, vous pouvez mettre 2, 3, 4, 5 000 euros sur 25 valeurs avec un ETF, donc c'est quand même intéressant de faire ça. Après, l'ETF, il est soumis au marché. Si vous regardez les ETF défense depuis qu'ils ont été lancés, la plupart ont reculé parce que ces valeurs-là, le sous-jacent a reculé. Ça ne fera pas de miracle, vous voyez, on ne fera pas de transformation parce que c'est géré en ETF. Donc, il faut l'avoir à l'esprit. Moi, je suis pour les ETF dans des cas concrets. La semaine dernière, j'étais sur la Côte d'Azur et j'étais à la plage et j'ai rencontré un particulier qui dit « Ah, je vous ai reconnu sur BFM, on fait un selfie. » Bon, attends, non, mais laissez-moi finir au lieu de ricaner. C'était un cousin à toi. Le mec m'a dit « Est-ce que vous connaissez une valeur dans l'intelligence artificielle en Corée du Sud ?» Donc là, je connais pas du tout. Donc, à mon avis, l'ETF, si on trouve IA Asie, ça peut être intéressant pour les gens, par exemple, qui veulent investir dans l'IA en Asie. C'est vrai que les ETF, c'est exceptionnel. Moi, je suis pour les ETF dans certains cas compliqué. Vous voulez investir dans la santé au Japon, je connais pas les valeurs de la santé au Japon, ça peut être intéressant. Et puis ça permet de rentrer pour une somme faible. Exactement, parce que c'est compliqué de chercher une valeur de la santé intéressante au Japon. Prendre le risque de ça c'est canon. Valeur. Maintenant, je trouve que pour les valeurs françaises, franchement, des ETF sur le CAC 40 ou des choses comme ça, en plus d'un point de vue intellectuel, c'est beaucoup plus passionnant de regarder les valeurs, de les décrypter, d'analyser, que d'acheter l'ETF comme un espèce de bourrin en disant le CAC va faire 5, je vais faire 5. Donc moi, j'aime pas les ETF quand on est proche de mon cœur business. De toute façon, sur les small, il n'y en a pas, ou très peu. Mais je pense que pour certains cas de figure, tu veux investir en Amérique latine, ETF Amérique latine, bien sûr que c'est très intéressant parce qu'on n'a pas la capacité, même si Alain et moi, on va très vite et que Alain, surtout, est plus intelligent que la moyenne, de débusquer les 10 valeurs sud-américaines les plus intéressantes. Par contre, l'ETF le fera. Okay. Ah, c'est pas mal, j'arrête pas de te dire. Attends, oui, ça m'inquiète. J'arrête pas d'être sympa. Ça, c'est parce que c'est moi qui paye après, c'est ça? Ah oui, c'est vrai, parce qu'après, on va déjeuner. Non, et donc, là, il y a beaucoup de choses. Mais ok, je sais qu'Eric n'aime pas mes questions sur les secteurs. Non, c'est pas ça que je... Mais non, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais ce que tu attends. comprends pas, c'est que c'est pas incompatible quand je dis ça. Je dis pas qu'il faut pas faire de tes questions sont brillantes. Ce que je veux dire, c'est que... Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Ça, c'est pour moi, je considère ce que je considère, c'est que l'allocation d'actifs, il faut en permanence la dynamiser. C'est-à-dire que ça change. Si demain le CAC prend 25%, ben t'es moins CAC 40 parce que c'est gagné 25%. Donc dire par exemple, voilà ce que je pense à 5 ans, c'est un peu de l'escroquerie intellectuelle parce qu'il faut dire qu'en permanence, il faut se réajuster. Mais Alain, toi aussi, tu fais la moue, mais tu te réajustes en permanence. Non, mais parce que il y a un peu le jeu de c'est votre argent, mais une allocation, et ça moi j'écoute aussi, je l'ai vécu en tant qu'allocataire professionnel, les allocations stables dans le temps, il faut bien définir sa stratégie. Et comment on définit sa stratégie par rapport à ses besoins à venir. C'est-à-dire qu'on sait que dans 30 ans, par exemple si je reprends l'exemple de la personne de 28 ans, c'est Loïc tout à l'heure qui évoquait son truc, il sait qu'il aura besoin d'argent dans 20 ans. C'est ça son enjeu. Et comment il fait pour optimiser les flux qu'il va avoir par rapport à l'épargne qu'il a aujourd'hui, c'est en mettant des actions. Non mais je suis 100% d'accord avec toi. Ça veut dire qu'il ne peut pas se permettre, lui,
de s'amuser à passer monétaire et puis de rater une hausse comme on a Non, d'accord, connu mais cette regarde, année. imaginons qu'il y a un problème obligataire avec un 10 ans qui remonte, donc le marché Non, obligataire mais qui lui, prend il un est pas- pain. Lui, il est pas là-dessus, là. Il faut qu'il sorte de l'obligataire d'une certaine façon. Tu vois Non, ce mais que je veux là- dire? mais lui, il est pas là-dedans. Et je pense que quelqu'un qui a une allocation 50-50, 50 actions, 50 obligations, eh ben, il va l'ajuster. Ça, il va l'ajuster. Mais il va rester autour des 50%. Il va pas s'amuser à passer 20% parce que les taux montent. Parce que si justement les taux montent, c'est très bien pour ces 50% qui sont investis en obligations. Et donc, c'est ça Enfin, l'enjeu. il a une moins-value en capital. Oui, mais il va la compenser dans le temps. Enfin, c'est Ouais, toujours s'il a pareil. du temps, s'il a du Mais temps. bien sûr, s'il a du Il faut temps. pas avoir de problème, pas envie de s'acheter une maison, pas envie de Ah, faire mais un parce grand que dans voyage, ce pas cas-là- envie d'acheter un oui, nouveau mais vélo. dans ce Non, cas-là- mais c'est vrai. mais dans ce cas-là, c'est parce que ta stratégie change. Si la stratégie change, l'allocation doit changer. Mais si la stratégie reste la même, c'est j'ai 100 000 euros de côté aujourd'hui pour assurer un petit complément de retraite dans 20 ans, il ne faut pas que je touche à ces 100 000 euros-là. Et il ne faut pas que je touche à ce support d'investissement. Et c'est pour ça que les PER, c'est décrié, parce qu'il y a plein de raisons, les frais, etc. Mais c'est intéressant de se dire, on est un peu contraint, c'est un peu de l'épargne contrainte qui est là-dedans. Et ça, je trouve ça Oui, intéressant. mais tu es d'accord qu'on fait évoluer Et- Toi, tu fais évoluer en permanence ton allocation. Quand Ouais. même, quand on regarde. Mais quand tu regardes les allocataires, moi je regarde par exemple les fonds de pension. Un fonds de pension, on en a vécu, quand j'étais dans les grosses boîtes où j'ai travaillé. Lui Non, aussi, là. non, Non, attends, ouais. non, mais Les je te grosses dis- boîtes. Non, mais grosses boîtes, Il a gros le clients. melon. Mais non, pas du tout. Non, mais la stratégie, en fait, Non, mais- et on discutait beaucoup avec les clients, et en fait, leur discours, c'était le moins de mouvement possible. C'est-à-dire qu'on a une allocation stratégique par rapport à des retraites, par rapport à je ne sais quoi, qu'on doit payer dans 20, 30 ans. Et ben, en fait, leur allocation, ils la changeaient une fois tous les 6-8 mois. Parce que Mais est-ce qu'ils avaient des bonnes perfs avec ça? Ah bah oui, excellente. Donc, si on te suit jusqu'au bout, il faut très peu bouger. Bah il faut... Si je te suis... Non, mais je me fais l'avocat du Mais diable. hein. quand on a une stratégie long Excuse-moi de terme- prendre ta place à Maury, parce que Non, bon, mais- de toute façon... mais non, tu- mais quand on a une stra- non, mais quand on a- Écoute, on va laisser à Mais Maury non, de côté. mais quand tu bouges, ça fait des frais aussi. Tu vois, dans Non, pas puis mal ça de- fait souvent des risques de perte d'opportunité. Hein. Faut avoir à l'esprit, on perd plus d'argent, on gagne moins d'argent en n'étant pas investi par moment que en ayant fait le malin pour essayer d'éviter une baisse, quoi. Donc on le sait, ça, mais c'est un jeu aussi des investisseurs d'essayer de faire ça. Mais la réalité, c'est de faire peu de mouvements. Encore une fois, c'est la stratégie qui compte. Si tu as une stratégie au jour le jour, bah oui, tu vas faire des mouvements au Non, jour bien le sûr. jour. Mais si tu as une stratégie comme celles qu'ont évoquées vos auditeurs, bah, c'est des stratégies très longues. Il faut essayer de ne pas faire trop de Ok, mouvements bon. autour de ces allocations. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait concrètement si on est investisseur particulier et qu'on veut faire autre chose que de l'ETF? Parce que tout le monde en ce moment dit oui, on fait de l'ETF, donc tout le monde va sur le S&P, le machin, etc., le MSCI World. Aujourd'hui, si on veut faire autre chose que de l'ETF en bourse, qu'est-ce qu'on fait? J'imagine que c'est le stock picking du coup. Comment est-ce qu'on fait si on est un particulier qu'on ne suit pas tous les jours comme vous? Comment est-ce qu'on... Voilà, est-ce qu'il y a des valeurs intéressantes? Et après, on finira sur les small caps, Eric. Comment est-ce qu'on fait là? Parce que... D'abord, moi, ce que je trouve, c'est qu'il faut vraiment beaucoup se documenter, lire beaucoup. Moi, quand j'ai démarré la bourse en 1985, mon père était médecin, ma mère pharmacien, donc ils n'avaient rien à voir avec les marchés financiers. Et ils ne faisaient pas de bourse. Il faut beaucoup lire, beaucoup se documenter et beaucoup s'intéresser. Si on n'est pas capable de faire ça, je pense qu'il ne faut pas faire de la bourse. Ou alors, on confie à un particulier qui gérera l'argent. Mais confier à un particulier quand on n'a pas beaucoup d'argent, c'est très compliqué parce que dans les banques traditionnelles, ils sont nuls de nuls, les conseillers, quand il en existe, puisqu'on les supprime les uns après les autres. Non, mais c'est vrai, Alain. Moi, une fois, j'avais un conseiller dans une banque, je lui ai parlé de 2 valeurs. Le mec, il a mis 3 jours à me répondre sur ces 2 valeurs en me disant on peut pas les acheter. Non, mais c'est vrai, quoi. Donc c'est compliqué. Moi, je pense qu'il faut beaucoup lire, beaucoup se documenter. Si on n'a pas ça, c'est très compliqué de faire de la finance parce que les gens pensent que c'est du casino. Alors, on achète du bitcoin à 100 000 $, il vaut 110 000 la semaine d'après, donc je suis le meilleur du monde. C'est très compliqué. Donc, moi, documentation et analyse. Ok, et là, aujourd'hui, très concrètement, là, on est fin juillet. C'est quoi les trucs un petit peu à surveiller qui pourrait se passer là cet été avant la rentrée? Trump-Powell. Powell-Trump, Trump-Powell. Bon, mais en gros, là, pour finir là-dessus, tu dis que bon, il y a la Fed dans 2 jours. Tu dis qu'il va rien se passer. J'ai vu qu'Alain avait fait la moue un petit peu. C'est possible qu'il bouge un petit peu, notre ami Powell, parce que quand même il a une énorme pression et puis son board est peut-être un peu sensible à l'idée de se dire est-ce qu'on va se faire virer en même temps que lui, donc pour rester un peu en poste, faire un petit 0,25, un petit 0,50, ça serait possible. Ok. Moi, ok, je ne crois pas, mais faut... Ouais, ok, bon, on verra. Mais moi, je reviens au point sur comment on fait pour revenir sur les valeurs. Moi, je pense que il y a pas mal d'investissements où les ETF sont imbattables. Si vous dites je veux aller sur les actions américaines, je veux prendre un échantillon de valeurs américaines et je vais essayer de faire mieux que le S&P, Injouable.
c'est quasiment injouable. Personne n'y arrive. Et donc, bon, après, vous avez peut-être... Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On doit faire de l'ETF alors? Non. Après, il y a des segments sur lesquels, par rapport à un objectif donné, vous n'arriverez pas à faire mieux qu'un ETF. Vous prenez le Rostock 50, très difficile à battre, avec des valeurs. En voulant refléter le marché des valeurs européennes. Par contre, ce que je pense, et je rejoins un peu ce que dit Eric, c'est-à-dire que après, une fois que vous avez fait le socle de vos investissements, des valeurs, par exemple, la personne de tout à l'heure, quand il fait des valeurs américaines, s'il dit je mets 50% de valeurs américaines entre 50 et 60, il met 40, 45%, 50% en valeur en S&P, et puis il dort avec ça. Par contre, après, ce que je pense, c'est que il faut aussi aimer ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'il y a quand même un côté sentimental à investir en bourse. Enfin, si on fait des trucs qu'on aime bien faire. Et donc, je pense que ce qu'il faut, c'est se fixer quelques valeurs qu'on a envie de suivre et effectivement se documenter sur ces valeurs-là. C'est-à-dire que moi, je pense qu'un particulier, il peut suivre 30, 40 valeurs. Je ne dis pas qu'il va les suivre à la minute, il va connaître autant qu'un analyste financier sur ces valeurs, mais il peut s'y intéresser. Il y a énormément aujourd'hui d'informations disponibles. Si vous voulez vraiment connaître quelques valeurs, vous choisissez des valeurs. Vous aimez bien le luxe, vous allez choisir LVMH, Hermès, je sais pas quoi, enfin des trucs que vous allez aimer. Et puis complétez vos investissements avec 10-15% de stock picking. Alors même chose, on va en parler après sur les small caps. Après, il y a des supports où les ETF sont pas forcément les plus performants. C'est essentiellement les small cap. Je suis même pas sûr qu'il y ait des ETF small cap. Si, il y en a, non, mais sur small cap France. Non, il n'y a pas, mais Europe, États-Unis, il y a. Mais des professionnels arrivent à les battre. Donc il y a des fonds, pour revenir aussi à une question qui avait été posée, il y a des fonds qui sont gérés, qui ont des performances exceptionnelles. Il faut regarder Cantalis, il faut regarder des choses comme ça, et vous trouvez des gérants qui sur moyenne longue durée surperforment nettement, avec des choix valeurs très tranchés. On a notre ami Gay-Lussac Louis de Fels qui a de très bonnes performances. Il est très grand, mais pas mauvais. ou inverse, je sais plus. Mais voilà, ce genre de choses est tout à fait possible. Alors après, en plus, vous pouvez vous amuser à avoir votre univers d'investissement. Mais par contre, ce que je ne crois pas, c'est je me lève le matin et tiens, j'ai entendu parler de telle valeur, je vais en faire, quoi. Ça, c'est un truc, je pense que si on veut faire du stock sauf picking, si c'est grâce à nous dans les émissions de télé, là, je comprends tout à fait. Mais quelqu'un qui... non, parce qu'en fait, le problème quand vous faites ça, c'est qu'il y a toujours une meilleure idée qui va apparaître. Et vous allez finir par être complètement perdu et acheter et vendre au mauvais moment. Alors qu'en fait, quand vous avez un panier d'investissement de quelques valeurs, 30, 40, 50 valeurs, Eric, t'en suis combien, toi, que tu connais parfaitement? 200? Ouais, 100-150 sur les small. 100, mais quand 150. je dis parfaitement, avec le PDG que je connais bien... C'est ça, donc ça fait peut-être aller 300 valeurs dans ton univers d'investissement, c'est pas plus que 300 valeurs. Bon, de toute façon, je vais te dire, Alain, un type qui te dit je connais très bien 3000 valeurs, c'est un menteur. C'est comme, moi je vais te dire, c'est comme quand on est invité souvent sur BFM, quand tu as des sujets sur la Chine, l'Inde, le Brésil, le mec il répond à tout, c'est qu'il est nul. Parce que tu peux pas connaître tous les sujets de la Terre, tous les sujets géopolitiques, c'est du pipeau complet. Moi je vois des mecs qui te disent... Alors, que pensez-vous du Mercosur? Le mec il a une réponse. Que pensez-vous du budget? Il a une réponse. Que pensez-vous... Non mais attends, faut pas charrier. Non, tu peux avoir une vision quand même. Ouais, enfin, il y a des sujets qu'on connaît pas. Ouais, là, une logique quand même. Enfin, bon, et là on est dans une émission, le temps passe. Là, si on peut parler, de 3 large cap, où je voudrais juste votre avis là-dessus, des large cap que les gens adorent, par exemple. Total Energy. Qu'est-ce qu'on pense de Total Energy aujourd'hui? Rendement élevé, pas cher, avec Trump qui revient au pouvoir, c'est peut-être une bonne chose, mais le titre fait pas grand-chose. Donc, 1% peut-être de son portefeuille en Total Energy, pas plus. Je préfère dans le secteur Vallourec, tube sans soudure, très bien pour l'industrie pétrolière et parapétrolière. Le titre n'est pas cher. 2, le PDG a toujours dit qu'il pourrait y avoir à terme quelque chose qui se passe. Et 3, ArcelorMittal avec 27% du capital en embuscade qui à un moment ou un autre pourrait lancer une OPA. Donc je préfère, jouer dans le secteur pétrolier par exemple, Vallourec versus Total. Ok, Alain, quelque chose à ajouter là-dessus? Là, il faut qu'il soit très bon pour me contrer là. Non, moi, ce que je veux dire, c'est que Total Energy, c'est la meilleure du segment, d'un segment qui est assez décrié, malgré tout. Et puis, sur quelques mois, quelques années, j'en sais rien. Par contre, sur très long terme, je pense que c'est un segment qui va s'atrophier. Regardez ce qui s'est passé sur le charbon. Je pense que ça finira pareil. Il y aura quelques survivants qui vont passer en private equity et puis ça sera fini, quoi. Mais c'est pas pour tout de suite, parce que du pétrole, on a encore besoin pour un certain temps. Et du luxe, on a besoin. LVMH. LVMH. Pour moi, LVMH,
c'est plus tellement du luxe comme je l'entends. Pour moi, le luxe, c'est Brunello Cucinelli, c'est Ferrari, c'est Hermès. Les marges se tassent et on se rend bien compte quand même qu'il y a un peu moins de demande. Les derniers communiqués, on est quand même entre -2 et -4 en croissance organique. Et la direction du groupe dit qu'il y a quand même un petit peu moins de demande. Donc c'est vrai que c'est par contre pas cher, ça vaut 18 fois les bénéfices en termes de PE. Donc pour jouer une hausse de 20%, je pense que c'est une bonne idée. Maintenant, structurellement, sur 10 ans, je préfère vraiment les acteurs de l'ultra-luxe parce que je crois que l'ultra-luxe va l'emporter. C'est-à-dire l'ultra-luxe, c'est des pulls à 4000 balles chez Brunello Cucinelli, ou même s'ils passent à 4005, les gens riches continuent à acheter. Allez voir la garde-robe d'Eric Lewin et vous... Non, moi je suis pas... Non. Et Lacoste. Lacoste, attends, justement. Non, mais là, il s'est habillé sobre, comme il savait qu'il était filmé et tout. Non, mais tu sais, j'ai l'air de plaisanter comme un goret quand je te parle de toutes ces boîtes, mais moi je crois que ça va être des tendances profondes. C'est-à-dire que je pense qu'on peut plus parler de luxe. On parle de luxe basique. LVMH, Kering, Boss, Burberry et d'ultra-luxe. Et entre les deux, il y en aura un énorme traitement. Les riches, il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus qui veulent de plus en plus des... Regarde, il y a une marque de montre qui s'appelle Richard Mille, que portait Rafael Nadal. Elle vaut 400 000 balles la montre. Il y a une demande phénoménale. Alors tu vas te dire, non mais il faut être complètement débile pour acheter une montre à 400 000. Et pourtant, ça marche bien. Pareil pour Patek Philippe. Pareil pour Audemars Piguet. Donc, vers l'ultra-luxe, il n'y a plus de problème de prix parce qu'on veut vraiment un produit de qualité. En dessous, c'est compliqué. C'est pour ça qu'on voit depuis quelques années les Burberry, les Boss, les Kering, les LVMH avoir des mauvaises performances boursières. Quand tu regardes sur 2 ans, c'est pas bon. Sur LVMH, moi, ce que je pense, c'est que ça accrédite la thèse que je dis souvent, c'est les changements de statut. Et ce qui fait la performance ou la sous-performance d'un titre, c'est quand il change de statut. Regardez, Nvidia, ça a changé de statut, c'était une boîte qui faisait des trucs pour des jeux, et puis c'est devenu un jour une boîte qui a changé d'envergure, changé de statut, et là, elle devient une boîte d'ultra-croissance, et elle se paye ultra cher. Et bien, LVMH, c'est un peu le contraire, c'est-à-dire que c'était une boîte qui se payait comme une boîte qui faisait de la croissance sur une très bonne visibilité, donc on payait cher ce truc-là, et puis, quand on annonce les chiffres de croissance qu'elle a aujourd'hui, elle change de statut. Et là, elle va redevenir dans un créneau de PER qui est beaucoup plus bas. Vous prenez Apple, c'est pareil. Apple, c'était une valeur de croissance. Aujourd'hui, c'est plus une valeur de croissance. Donc, elle change de statut. Alors, ça ne se fait pas en 15 jours, mais regardez les écarts de performance, c'est massif. Regardez, par exemple, ce qui s'est passé dans la banque. On en parlait tout à l'heure. La banque, dans les années 2000-2005, c'était vraiment le truc, visibilité, des résultats exceptionnels. Vous prenez la Société Générale, ça flambait, etc. Et ça a changé de statut et ça met du temps à changer de statut dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand vous êtes dégradé, vous prenez Carrefour, c'était une valeur phare de tout portefeuille dans les années 90. Et je me rappelle, il y avait une gérante qui disait, là où j'étais, qui disait les belles valeurs, c'est comme les beaux tableaux, ça n'a pas de prix. Bah oui, enfin à un moment donné, le tableau il est moins beau et donc la valeur retrouve un prix qui est assez bas, quoi. Très rapidement, Nvidia justement. Nvidia, on achète ou on vend ? Record de capitalisation. En début d'année, on croyait qu'avec DeepSeek, il serait concurrencé. On a l'impression que ça va de record en record. À un moment, ça s'arrêtera. Est-ce que c'est pour maintenant ? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'ils seront concurrencés ? Sans doute un jour. Il ne faut pas en acheter au cours actuel. Je pense que ceux qui ne sont pas dans le bateau, il ne faut pas y aller. Maintenant, ceux qui sont, peut-être vendent 50% de la pause. Mais bon, on a l'impression que pour l'instant, ils sont dans une telle dynamique. Malin. Pareil, et c'est ce que je disais tout à l'heure sur le statut. Elle ne change pas de statut pour le moment, donc ça peut durer. On finit avec Airbus, très rapidement, qui va publier demain, je crois. Airbus, un avis sur Airbus ? Plutôt positif. Sur Boeing, c'est compliqué. On a vu tous les problèmes. Quoique l'avion, il paraît que l'avion qui s'est crashé en Inde, c'est le pilote. Plutôt positif, d'autant plus qu'il n'y a pas de droit de douane dans l'aéronautique. C'est plutôt une bonne nouvelle. Donc c'est un secteur a priori à part. Donc toujours plutôt positif, d'autant plus que les demandes... ils n'arrivent pas à fournir, quoi. C'est-à-dire que le transport aérien, c'est un secteur, surtout quand on a des constructeurs, qui est euphorique. Et justement, ce qui se passe un petit peu sur l'actualité, on voit qu'il y a eu plein de problèmes avec Boeing, de crash, d'incidents techniques, etc. Est-ce que ça, parce qu'on a tendance à se dire un peu facilement, oui, bon, ça devrait, du coup, les gens vont se rabattre sur Airbus. Est-ce que c'est vrai, ça ? Est-ce que c'est vraiment le cas ou alors pas spécialement ? Quand même, pareil, encore une fois, Boeing a changé de statut. Si vous regardez Boeing, c'était il y a 10 ans, tout le monde disait ils vont écrabouiller le pauvre constructeur européen. Et puis finalement, problème de sécurité, problème de gouvernance. Si on prend mes critères ESG, critères de gouvernance absolument catastrophiques chez Boeing. Donc la comparaison favorise Airbus, qui fait aussi de la défense, donc qui est sur des créneaux qui sont quand même porteurs. Alors après, ça fera pas les performances Nvidia, je pense pas, mais ça reste que
je trouve que c'est bien comme valeur, c'est des valeurs technologiques assez opérationnellement efficaces. Et puis sur 5 ans, Airbus plus 180%, Boeing plus 40%. Ah oui. Donc il y a une surperformance qui est manifeste. Alors est-ce que c'est dû aux nouveaux avions qui sont bien? Est-ce que c'est dû aux problèmes ils sont pas techniques avec renouvelés, des crashs? Les amis de Boeing, C'est un peu compliqué, Boeing. complètement Quoi. merdé, quoi. Ok, on est en retard. D'ailleurs, on a décidé, Alain et moi, à cause de ça, de ne prendre que des jets privés maintenant. Ah. On part en Falcon, comme ça. Mais oui, comme ça, on n'est pas gêné. Oui, c'est vrai. Aux États-Unis, il faut mieux aller en Falcon parce que Boeing, on n'a pas confiance. Moi, j'y vais en vélo. Ah ouais. Non, mais on déconne. On peut déconner. Très rapidement, juste pour finir sur les small et mid, Ouais. il y avait une question, est-ce qu'il y avait des fonds un petit peu à recommander? Non, il n'y a pas. Small et mid stock picking, depuis le début de l'année, Euphorie, plus 47% pour l'indice, CAC Small, versus plus 7 pour le CAC, avec quand même 2 valeurs qui ont tiré l'indice, puisque c'est des énormes pondérations. Exalt Technologies, plus 500, et Abivax, plus 700%. Donc si on défalque de ces 2 valeurs, ça fait quand même entre 15 et 20%. C'est pas mal, elles sont toujours décotées, elles sont toujours pas chères, elles bénéficient toujours de la baisse des taux, elles bénéficient toujours des droits de douane, elles bénéficient toujours des OPA, il y en a eu 8 depuis le début de l'année avec une prime moyenne de 42%. Donc oui, on reste sur les small, oui, on reste sur les mid. Qu'est-ce qu'on achète comme small? Il y a des boîtes intéressantes comme iPay dans le micro-paiement, il y a Obey dans l'informatique, qui peuvent être des boîtes intéressantes et pourquoi pas rachetées par des investisseurs. En tout cas, ça va continuer. À noter qu'il y a beaucoup de boîtes qui passent du comportement classique à Euronext Growth. Il y en a eu 60 depuis 2018. Pourquoi Euronext Growth? Parce que vous n'avez plus besoin de publier tous les trimestres. Il y a moins de contraintes juridiques, il y a moins de contraintes réglementaires, ça coûte moins cher. Donc voilà, c'est une évolution. A contrario, et malheureusement, il n'y a eu pas d'IPO au premier semestre. Il y en a une seule en juillet, Semco Technologies, avec 45 millions de levées de fonds et une hausse de 50% dès le premier jour de cotation. C'est plutôt une bonne chose, mais on sent quand même que par rapport à ce que j'ai connu dans les années 80, la cote se raréfie comme peau de chagrin, même s'il y a en termes généraux 40% de primes en moyenne quand il y a une OPA sur une small cap cotée. Putain, on n'a pas le temps, il faudrait faire une émission là-dessus, mais justement, on voit le private equity qui se développe beaucoup. Est-ce que finalement, c'est pas un peu la fin des très bonnes opportunités en bourse par rapport à ce qui peut arriver dans le private equity? Mais bon, le problème, c'est que là, ça va nous prendre trop de temps. Là. Non. Moi, je trouve que le private equity, c'est très bien. Le problème, c'est pas liquide. Moi, j'ai plein de copains qui ont mis de l'argent dans des startups, dans des fonds de startups, en se foutant de ma gueule, en me disant que j'étais un gros con, un crétin. Le problème, c'est que le fonds de startup, ils n'ont jamais récupéré leur argent parce qu'il y a 3 startups qui ont fait faillite. Donc, c'est très compliqué le private equity. Bon, on fera une spéciale là-dessus. Sur Alain, les un fonds, mot là-dessus. Alain, j'aimerais bien qu'il Non, parle là-dessus. non, Parce que... juste sur les fonds, quand même, il y a des fonds qui sont quand même très bons. Indépendance AM fait de très bons fonds small mid. Gay-Lussac fait de très bons fonds small mid. Financière de l'Échiquier, très bon. Arbevel, je pense que c'est quand même des gérants qui, au-delà de performances sur une année ou deux, qui peuvent être un peu en dessous des indices, tout ça, enfin ça c'est autre chose, mais qui sont avec une belle récurrence de performance, qui ont des gérants, qui ont des moyens mobilisés sur ce segment-là. Donc je trouve que c'est intéressant à regarder, qu'on ne peut pas faire que du stock picking. Okay. Donc, bon, bientôt on aura le fonds Eric Lewin, on verra. Bien sûr. Bon allez, tout de suite on finit avec les questions cash. Première question cash, l'investissement casino. Tous les deux, vous avez déjà fait cette émission, vous savez en quoi ça consiste. De l'argent dont vous n'avez pas besoin, qui n'est pas. Mais on n'a pas besoin d'argent, nous. Mais je sais, mais justement, on travaille pour la gloire avec Alain. Regarde, on est tranquille, ça fait 1h15 d'émission, on a le temps, on va aller déjeuner après, on va aller faire du vélo. Mais c'est pour ça que je te pose la question. Donc, là, tout de suite, si tu avais un investissement spéculatif à faire, c'est-à-dire que tu peux perdre beaucoup, mais tu peux aussi gagner beaucoup. Alors moi, c'est pas spéculatif. Dans quoi tirer? Et si l'or? Ouais, mais tu vas pas garder pour la deuxième question alors? Et si l'or, je crois que c'est l'air liquide du 21e siècle. Et si l'or, les gens sont de plus en plus myopes, il y a de plus en plus de connectivité, ils sont hyper bien placés. Et si l'or, je pense que c'est un titre qui va doubler dans les 5 ans. J'achète de l'Essilor, oui. Okay. C'est pas spéculatif, mais je crois mort à cette boîte. Okay. Je pense que c'est une boîte qui a tout pour elle. D'ailleurs, depuis 2018, depuis la fusion, ils sont passés de 60 milliards de capi à 130 milliards. Ce n'est pas fini. Ils dégagent 20% de renta. On a vu encore avec les chiffres hier que c'est très bon. Les gens sont de plus en plus myopes. Moi, j'ai des petits-enfants et non pas seulement des enfants. Ils ont 4 ans. Ils passent leur vie sur les iPads, les iPhones, les conneries de ce genre. Ça me rend hystérique. Donc, je crois que structurellement, tout ce qui concerne l'optique, notamment Essilor, a encore de très, très, très beaux jours. Donc, Essilor. Alain. Alors moi, c'est un pari, c'est Rocket Lab. C'est une entreprise qui lance des fusées. Et je pense que l'espace va être un des grands vecteurs de développement dans les 10-20 ans qui viennent. On va voir SpaceX quand ils seront cotés, ce que ça donnera, mais je trouve que cette boîte-là a tout pour elle. Ils ont commencé par des tout petites fusées, puis ils sont en train de grandir en ce moment. Et du coup, voilà, c'est un placement spéculatif. Enfin, c'est très spéculatif. Oui, non, mais c'est ce qu'on dit, évidemment. Ouais. Ok, très clair. Dernière question cash. L'investissement à 10 ans.
Vous êtes sur une île déserte, vous êtes en train d'enterrer un coffre dans le sable. Ce coffre, Un vous, corps. vous n'y... non, un coffre. si vous l'enterrez, vous allez le déterrer dans 10 ans sans y avoir accès. Entre-temps, quels actifs vous mettez à l'intérieur, Eric? Des small. Que des small? Rapproche-toi de ton micro. Pardon, oui, bah, je vais pas dire un appartement. Bah, tu l'as déjà dit la dernière fois, c'est vrai. Des small et... Non, des small cap. Peut-être une belle montre de collection, parce que ça n'arrête pas de monter. Donc une Royal Oak d'Audemars Piguet, Ok, qui même d'occasion n'arrête pas de monter. Mais des small. ok. Des actions. Enfin, on peut pas mettre des actions dans un coffre, puisque c'est complètement Si dématérialisé. tu veux, non, mais Moi, si, j'ai si. connu l'époque de la criée. Tu te mais rappelles, si, Alain, on s'échangeait, on avait des actions, c'était des feuilles de papier. Mais c'était quoi ton anecdote d'ailleurs là Et on au début, découpait là les coupons, on découpait les dividendes. Ton anecdote rapidement là, quand tu étais rentré à la bourse de Non, Paris. mais tu voulais, les gars. En fait, en 1985, j'étais à Dauphine. Et entre midi et 3, je m'emmerdais à mourir parce que j'avais des cours qui finissaient à midi et les autres commençaient à 16h. Donc, j'avais rien à faire. Et donc, j'avais un copain à moi qui me dit bah, tu devrais faire de la bourse. Et donc, j'avais une fausse carte de remisier. En fait, C'est j'avais. quoi un remisier? Les gens ils connaissent plus. Ben, remisier, c'était des gens, si tu veux, par exemple, Alain est mon client. Donc moi, je vais voir l'agent de change et je dis, voilà, monsieur Alain Pitous, qui est mon client, veut acheter 100 actions Stellantis, 200 actions Renault, et donc tout était à la criée. Et donc j'avais une fausse carte, c'était marqué Eric Lewin Remisier, donc j'étais considéré comme un professionnel, et je suis resté 2 ans et demi, puisque la criée, je crois que la fin c'est 87-88, en allant tous les midis à la bourse. Donc j'ai connu des gens de folie, j'ai connu des gens notamment qui étaient à l'époque dans le scandale de la Société Générale, enfin j'ai fait des trucs de folie, et j'adorais cette période, parce que, en fait, à l'époque de la bourse, c'est ce qu'on voit dans les films de Jean Gabin, il y a un film que j'ai revu récemment, Les Grandes Familles, c'est que tout le monde se parlait. C'est-à-dire que tu étais un petit courtier, tu parlais au patron de Michelin et tu parlais à un banquier. Donc c'était une époque exceptionnelle. Et donc j'avais fait ça grâce à un subterfuge parce que je connaissais, avant pour rentrer à la bourse, tu avais une petite carte, il fallait faire une photo. Donc je connaissais le mec qui faisait les photos. Donc je lui avais donné à l'époque 500 francs. Et je lui avais dit, écoute, sois sympa, je vais venir tous les midis. Donc il m'avait fait une fausse carte de remisier que j'aurais dû amener aujourd'hui, que j'ai toujours. Et qui est un sésame précieux parce que c'est grâce à ça que j'ai démarré la bourse. C'est grâce à ça que j'ai appris la bourse. Il avait déjà le bras long à l'époque. Hein. Non, j'avais... Enfin, Il osait. oui, il osait, ouais. Le remisier en berlouti. Ah non, à l'époque, ça, c'était pas des berloutis. Ah non, à l'époque, c'était... On avait quoi, des Sebago à l'époque, non? Des Docksides en 85? Peut-être des West End? Des baskets. Ouais. Bon Alain, dernière question pour finir. Ton investissement à 10 ans. Alors, voilà, un investissement, disons que je mets dans un coffre Voilà, c'est ça. deux choses. Je mets un lingot d'or et un riot gun. Un riot gun? Oui. Ah ouais? Parce que je pense que au moment où je vais l'ouvrir, il y aura peut-être beaucoup de monde autour de moi qui voudra prendre ce lingot d'or, donc il faudra se défendre. Putain, mais pragmatique. Prévoyant. Ok. Je crois qu'il allait dire une photo de ma femme. Il sera avec moi pour ouvrir le coffre. Ou pour te piquer le coffre. Et c'est pour ça que j'aurais... Rends-moi le lingot. Du flingue. Bon, merci beaucoup à tous les On deux s'est bien d'avoir marré, été non avec nous. Ouais, franchement, on s'est bien amusé. On a explosé les compteurs, mais c'était très sympa. Vous reviendrez là après l'été, qu'on reparle un petit peu de tout ce qu'on s'est dit là. On lèvera les compteurs sur Voilà. Nvidia, LVMH. Bah, c'est ça. Non, mais C'est ça t'a pas absolument. choqué qu'on réponde comme ça à tes questions? Mais non, mais c'est très bien. C'est très bien. Puis Ouais, voilà. non, je mais te ferai relire les questions avant, comme ça tu seras. Non, mais parce que si tu veux, toutes ces histoires d'allocation, les trucs... Mais oui, mais c'est des questions que les gens se Non, mais posent. c'est On est pas là ça, pour c'est les que la gens, bourse Eric. va tu vois. tellement vite, c'est qu'il faut être très dynamique quand on Oh là investit. là là. Oh, Mais bien sûr qu'il faut être dynamique, Alain. Quand tu Oui, achètes mais une tout le action monde- à 100, elle vaut 120, tu la vends. Pas forcément. En général. Non. Tu prends à combien de profit? Ça dépend. Si c'est des valeurs dans lesquelles je crois beaucoup, je les garde. Ouais. Toi, Bon. par exemple, la dernière fois que j'ai fait ça, c'était une nannerie parce que j'avais pas Palantir, je les avais achetés à 15. À 60, je me suis dit, ça c'est trop cher, etc. C'est monté à 150. tu vois. Et il y a plein d'exemples comme ça. Rocket Lab, par contre, je l'ai pas touché. Je l'ai acheté à 7, ça vaut 50, je n'y touche plus. Tant pis. Et moi, c'est comme ça, je citerai pas le nom, mais dans les années 90, il y a un mec qui m'a dit, je vais introduire ma société en bourse. Est-ce que tu peux me donner 50 000 euros? Alors j'ai regardé le dossier, c'était 300 000 francs de l'époque. J'ai regardé le dossier et j'ai dit, oh non, mais c'est de la merde, etc. En fait, mes 300 000 francs, si j'avais investi 5 ans après, c'était 30 millions. Je ne citerai pas la société. Ah oui. Preuve que j'avais quand même du flair à cette époque-là. Bon, bah écoute, on attend les autres plans de Eric Lewin. Bon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Eric Lewin, président de EL Finance, Alain Pitous, senior advisor ESG. Merci de nous avoir suivis. Continuez à nous envoyer vos questions et surtout, prenez le contrôle de votre argent.